Alors, je vous présente notre prochain conférencier, le professeur Jacques Hamel, professeur émérite du département de sociologie de l'Université de Montréal, qui a été responsable des enseignements liés à l'étude de la jeunesse. Il a été également membre de l'Assemblée des chercheurs associés à l'Observatoire Jeunes et Société, qu'il a contribué à mettre sur pied. Il a publié de nombreux écrits sur le travail et l'insertion professionnelle et sociale des jeunes. Il a aussi conduit des enquêtes sur les valeurs des étudiants et étudiantes. Il aborde également l'épistémologie des sciences sociales et la méthodologie qualitative. Et sur le sujet, il a notamment publié Woody Allen au secours de la sociologie et Savoir écrire en sociologie et dans les sciences sociales. Donc, je demande de l'accueillir chaleureusement avec moi. Merci Hélène pour l'invitation et pour la présentation. Alors, je dois admettre dès le départ que je suis professeur à la retraite, donc je n'ai pas une connaissance pratique immédiate des étudiants et des étudiantes d'aujourd'hui. Et ce que je découvre sur eux, c'est ce qui se dit et s'écrit à leur sujet. Et je dois avouer que par les temps qui courent, ça n'a rien de réjouissant si on se fie à la lettre qu'a adressée un professeur du Cégep du Vieux-Montréal au journal Le Devoir, pas plus tard qu'au début de ce mois d'avril. Alors, ce prof écrit « Les jeunes de la génération Z sont de plus en plus passifs en classe, ayant du mal à se concentrer et à participer, à s'investir dans leur lecture, à construire des textes qui nous amènent, et ceci nous amène, cette tendance nous amène à penser que le dépassement de soi n'est plus une priorité, signe d'un désintérêt pour l'effort, la progression personnelle de la cote R. Cela soulève aussi des inquiétudes sur leur capacité à relever les défis futurs comme réussir. Alors, je pourrais renchérir sur le sujet par deux exemples. Pas plus tard qu'au début du mois de janvier dernier, j'étais devant des profs de l'Université de Lyon en France qui dressaient à peu près le même portrait au point qu'à la toute fin, il y a une jeune prof qui s'est levée pour dire « Écoutez, les étudiants de cette génération, il faut bien le reconnaître, chez cette génération, la lumière n'est pas allumée dans toutes les pièces, ce qui veut dire qu'ils sont à côté de leur pont. » Deuxième exemple, c'est celui lors de ma visite auprès de ma cardiologue qui, à mon arrivée, m'a demandé comment se portait ma retraite. Et quand je lui ai dit que tout allait bien, elle m'a dit, ben, tu sais, je t'envie parce que là, elle m'a appris qu'elle est professeure à la faculté de médecine de l'Université de Montréal, donc parmi les étudiants les plus sérieux, si je peux dire. Et elle m'a dit que l'enseignement, pour elle, ça représentait une espèce de calvaire, puisqu'elle avait affaire à une génération d'étudiants qui n'étaient pas du monde. Donc, c'est un portrait assez sévère de cette génération. Et je pourrais donc m'arrêter ici et vous souhaiter la meilleure des chances pour discuter de la réussite étudiante. Mais plus sérieusement, on peut se poser deux questions dès le départ. Alors, première question, est-ce que effectivement on peut amalgamer tous les étudiants dans un même sac et affirmer que c'est une génération qui a pas d'allure, si je peux dire. Deuxième question c'est-à-dire les associer à des stéréotypes qui existaient bien avant l'apparition de la génération Z. Et la deuxième question qu'on peut se demander, qu'est-ce qu'on veut dire exactement quand on parle d'une génération d'étudiants qui correspondrait à ces caractéristiques. Alors, de ce point de vue, on doit reconnaître qu'ici, on ne fait que suivre le marketing, la publicité, les médias qui, aujourd'hui, associent les jeunes à toutes sortes de générations, puisqu'on va parler à la fois des millénarios, de la génération 2.0, de la génération Z, de la génération Alpha, et pour prendre la dénomination la plus récente et celle qui est à la mode, la génération Beta. Et là, on dirait on a affaire à une génération qui porte bien son nom. Bon. Alors ici, aux yeux du sociologue que je suis, il est tout à fait déraisonnable de penser que les étudiants d'aujourd'hui appartiennent à l'ensemble de cette génération, à l'ensemble de ces générations, puisqu'on a le sentiment qu'il y a une nouvelle génération qui apparaît à peu près à chaque 6 mois, ce qui est tout à fait déraisonnable, puisque en sociologie, on reste fidèle à la démographie, on conçoit une génération selon un laps de temps d'une vingtaine d'années.
Bon. Le deuxième problème que ça pose, et c'est celui que soulève actuellement un anthropologue écossais, c'est-à-dire on ne peut pas amalgamer des jeunes à l'ensemble de ces générations, et de ce fait, il faudrait peut-être renoncer à cette idée de génération et penser que les groupes d'individus forment des fils qui se nouent entre eux et forment une corde et qui interdisent en quelque sorte, de ce point de vue, de distinguer les générations qui apparaissent aussi rapidement. Alors, en sociologie, on a réglé un peu le problème, vous le devinez, puisque je suis sociologue. Alors donc, on est resté fidèle aux leçons d'un vieux sociologue allemand qui a pour nom Karl Meinheim et qui, lui, à son époque, proposait de concevoir une génération comme à la lumière d'un horizon partagé par un ensemble d'individus nés durant une même génération. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que Meinheim a été largement influencé par un philosophe allemand qui s'appelle Wilhelm Dilthey et qui, à son époque aussi, concevait la génération comme un cercle assez étroit d'individus qui sont reliés en un tout homogène par le fait qu'ils dépendent des mêmes grands événements et des mêmes changements survenus durant leur période de réceptivité. Alors, je vous rassure, fin des digressions théoriques. À partir de cette définition, est-ce qu'on peut établir les principaux changements, les principaux événements qu'on peut associer aux étudiants et aux étudiantes d'aujourd'hui? Alors, première chose qui saute aux yeux, et on en a parlé tantôt, on est, selon bien des auteurs, face à la première génération qui, depuis sa naissance, a baigné dans l'univers des médias et des réseaux sociaux, comme Facebook, Snapchat et tout ce que vous voulez. Par contraste à la génération précédente, qui, voilà, une vingtaine d'années, s'appelait la génération numérique, qui, elle, avait évolué depuis sa naissance dans ce qu'on appelait jadis les nouvelles technologies, représentées par la manette de télévision, les premiers jeux vidéo comme Mario Bros, les premiers logiciels, tandis que cette génération d'aujourd'hui peut être raisonnablement qualifiée comme étant la première génération homo numérique. Deuxième point, sur le plan sociologique, on est face à une génération qui est marquée au coin d'une tendance qu'en sociologie, on appelle l'individualisation. L'individualisation, ça ne veut pas dire individualisme, ça ne veut pas dire égoïsme, laissant croire qu'on aurait affaire à une génération sans cœur. L'individualisation, c'est la tendance à vouloir se concevoir par soi-même et à agir de son propre chef. Si on veut une définition plus précise de l'individualisation, on peut lire celle du sociologue français Alain Touraine, qui, lui, dit l'individualisation, ça correspond à la montée vers soi-même comme porteur de droits, né de la confiance en soi, en même temps que de l'opposition à tous les obstacles sociaux et politiques à la réalisation de soi. Bon, alors, de ce fait, sur la base de cette définition, qu'on pourrait compléter par une autre qui est plus récente, cette fois-ci d'un sociologue allemand qui s'appelle Andrea Regnwitz, qui lui va dire vaut mieux abandonner cette notion d'individualisation et la remplacer par celle de singularisation, au sens où on a affaire aujourd'hui à des jeunes qui veulent se distinguer des autres par eux-mêmes et par leurs propres moyens, et parmi ces moyens, les médias et les réseaux sociaux. Bon, qu'on a pour individualisation ou singularisation, ça n'a pas d'importance. Ce qu'il faut constater, c'est qu'on a affaire à des individus qui sont prompts à réclamer et à vouloir bénéficier de droits individuels, et vous le devinez, y compris dans la conduite de leurs études. Alors, que sont ces étudiants à l'ère de l'individualisation? On y va rapidement. Et ça, je l'ai observé même à mon époque, avant ma retraite, qu'on est devant aujourd'hui un public étudiant extrêmement éclaté, non seulement en termes d'âge, mais aussi en termes d'intérêt, en termes de motivation, en termes d'aspiration et aussi en termes de volonté de réussir le programme auquel on est inscrit. Bon, ce que ça veut dire que moi, à mon époque, j'étais comme aujourd'hui confronté
à un large public en amphithéâtre. À l'époque, les étudiants avaient autour de 20 ans, ils étaient fraîchement émoulus du cégep, mais dans mes dernières années d'enseignement, la majorité avait toujours 20 ans, mais il y avait un grand nombre d'étudiants qui étaient plus âgés, qui étaient là sans avoir un intérêt immédiat pour ma discipline, la discipline que j'enseignais, qui étaient là aussi en se demandant un peu ce qu'ils faisaient là, et ils étaient inscrits à l'université, peut-être faute de s'être insérés, par exemple, dans le marché du travail. Deuxième point, on a affaire, on vient de le dire, à des individus qui revendiquent des droits individuels dans la conduite des études et en cherchant à se soustraire délibérément des obligations et des contraintes qui sont imposées par l'institution, c'est-à-dire l'université. Troisièmement, on a affaire à des étudiants qui ont des obligations largement indépendantes de leur programme d'études, puisque les sociologues observent depuis plus de 30 ans que les étudiants partagent leurs études avec une autre activité, on l'appelait jadis un petit boulot, qui est devenu un emploi qui peut, dans certains cas, s'étendre sur une trentaine d'heures par semaine, et souvent au détriment, par exemple, de la réussite des études. Ce qu'on observe aussi plus récemment, c'est que il y a des étudiants qui cherchent non seulement à concilier études et travail, mais études, travail et famille, puisqu'ils vont devenir parents durant leur période d'études. Bon, peut-être plus au cycle supérieur, à la maîtrise et au doctorat, mais on en voit aussi au baccalauréat, puisque les étudiants tendent à s'inscrire au bac à un âge plus avancé qu'autrefois. Quatrièmement, on a affaire à des étudiants qui veulent déterminer par eux-mêmes leur programme d'études en le concevant un peu comme un menu à la carte, taillé sur mesure pour eux, et en défiant la rigidité des programmes qui sont offerts par l'université. Bon, alors, que sont les étudiants? Ben, pour reprendre le titre célèbre d'un article d'un sociologue français qui avait pour nom Jean-Claude Chamboredon, on est bien forcé de reconnaître que l'étudiant moyen n'existe plus. C'est-à-dire que la figure étudiante à laquelle on était habitué, celle de l'individu qui consacrait tout son temps à ses études, à son programme, de l'individu qui vivait dans la majeure partie de son temps sur le campus, des étudiants qui fréquentaient la bibliothèque, des étudiants qui participaient aux activités organisées par les associations étudiantes, ben ça n'existe plus ou ça existe de moins en moins puisque, on l'a dit, la majorité des étudiants, et ça les données de Statistique Canada les plus récentes en témoignent, la très forte majorité des étudiants partagent leurs études avec le travail, et dans certains cas, études, travail et famille. Les étudiants veulent concevoir leur programme par eux-mêmes en dérogeant aux règles et aux délais qui sont imposés par l'université. Ici, je peux dire que dans les dernières années de service à l'université, j'étais directeur des études supérieures dans mon département. J'assistais à de nombreuses réunions de vice-recteurs, de vice-doyens qui cherchaient à nous convaincre qu'on peut faire déposer son mémoire de maîtrise après 2 ans et sa thèse de doctorat en 4 ans. Bon, j'étais le sociologue emmerdeur qui levait sa main pour dire on peut rêver, mais ça n'existe plus dans mon département. Troisième point, peut-être le plus important, on a affaire à des étudiants qui perçoivent le web comme une source de connaissances tout aussi fiable que ce qui est enseigné à l'université, c'est-à-dire ce qui est professé, ce qui est transmis du professeur aux étudiants. Alors, dans cette voie, que sont les étudiants face à l'enseignement? Ben, ce sont des adeptes du web et ceci contribue à l'acquisition personnelle des connaissances, c'est-à-dire qu'on peut penser dans la tête de ces étudiants qu'on peut faire toutes sortes de découvertes sur le web qui sont tout aussi propices, qui sont tout aussi fiables que ce qui est enseigné à l'université. Et ici, on peut donner 2 exemples concrets que j'imagine certains profs ont eux-mêmes observés. Alors, si tant est que, comme moi à l'époque, on donne un cours sur la culture et qu'on mentionne au détour d'une phrase le nom de Margaret Mead, l'anthropologue américaine, ben, les étudiants sont derrière leur clavier, là, sont
puisque l'ensemble des étudiants sont dotés d'un portable. Alors, on les voit pianoter sur le clavier le nom de Margaret Mead, pour aller sur le web découvrir la photographie de Margaret Mead, pour savoir de quoi elle a l'air, mais surtout pour aller vérifier que ce que dit le prof est corroboré par la notice Wikipédia. Hein? Et là, immanquablement, dans les travaux, ben, on aura droit à, je sais pas, quand on pose une question sur Margaret Mead, on aura droit à le travail va débuter immanquablement par Margaret Mead est née le 16 décembre 1901 à Philadelphie. Et ça peut s'étendre jusqu'à des détails un peu scabreux. Hein? Est-ce que Margaret Mead n'était qu'une amie pour sa collègue Ruth Benedict? Hein? Et ça n'a aucun intérêt, aucune pertinence pour le travail qui est demandé. Deuxièmement, on a affaire à des étudiants qui sont des adeptes, évidemment, de la culture homo-numérique, puisqu'ils baignent dans cette culture depuis leur naissance, ce qui engendre, selon certains, un nouveau mode d'acquisition de la matière, sur lequel je vais revenir dans un instant. Et finalement, on a des étudiants qui conçoivent la liberté universitaire bien plus en termes moraux qu'en termes institutionnels, et ce serait à l'origine de nouvelles relations pédagogiques et sociales que je vais décrire dans un instant. Bon, si on revient à la culture homonumérique responsable d'un nouveau mode d'acquisition de la matière, et ici je me fie sur les travaux fameux d'une chercheuse française qui s'appelle Sophie Barluet. Alors, elle va dire d'abord, si on prend le cas de la lecture et la lecture d'ouvrages, que ce soit un livre ou un article, mais cette lecture n'est plus continue et linéaire. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que les étudiants ne lisent plus les textes dans leur intégralité, mais les lisent un peu comme une notice Wikipédia, en cherchant dans le texte des hyperliens quasiment qui les amèneraient directement à la matière dont ils ont besoin pour s'acquitter de leurs tâches. Donc, pour elles, il faut savoir que ce mode de lecture déroge par rapport à celui qu'on connaissait avant. Et il y a deux chercheuses françaises, une démographe qui s'appelle Claudine Athias-Donfus et une anthropologue qui s'appelle Martine Segelen, qui en ajoutent une couche en affirmant qu'avec les portables, on est en train de passer d'un mode d'écriture manuscrite à la main à un mode d'écriture dactylographique, mais qui efface le raisonnement qui était sous-jacent à l'écriture manuscrite. Et par exemple, l'organisation des notes ne se fait plus de la même façon, et pour ces deux autrices, ce serait au détriment, par exemple, de la compréhension de ce qui est entendu dans les salles de cours. Je reprends le deuxième thème. Alors, le deuxième thème que j'ai soulevé à propos de la conception de la liberté universitaire comme conçue en termes moraux plus que social ou institutionnel. Alors ici, je me fie aux travaux d'une sociologue de la technique américaine qui s'appelle Sherry Turkle et qui affirme que comme on est en face de la génération homo numérique, qui, depuis sa naissance, baigne dans l'univers des médias et des réseaux sociaux, ben, on est confronté à des individus qui vivent dans un monde sans friction et sans contrariété. Et selon elle, ce serait, on peut en toute hypothèse le penser, à l'origine de la rectitude politique et des safe spaces qu'on a vu apparaître dans certains campus américains, c'est-à-dire concevoir l'amphithéâtre, l'Atlas, comme une espèce de chambre d'écho qui répercute vers soi des connaissances avec lesquelles on est déjà familier parce qu'on les a fréquentées sur le web et par conséquent des connaissances qu'on ne met jamais en question, qu'on ne met jamais ou qu'on ne cherche pas à contredire. Alors, sur ce sujet un peu épineux qui divise, y compris la communauté universitaire, ma position qui était la mienne et celle que j'ai défendue jusqu'à la fin de ma carrière à l'université, ça a été d'affirmer que, en principe, à l'université, on envisage toujours la réalité à la lumière de la théorie, fondée sur des concepts et des méthodes, c'est-à-dire des moyens qui permettent un décentrement
par rapport à ses émotions, par rapport à son vécu personnel, par rapport à ses inclinations, de telle sorte qu'il faut constater que ces moyens permettent donc de considérer la réalité à distance de soi, sans faire appel aux émotions, au vécu, et que de ce fait, on peut être confronté à des connaissances qui nous heurtent, des connaissances qui sont contraires à celles avec lesquelles on est familier. Bon, ici, il faut souligner que sur le sujet, suite à la commission de Cloutier, l'Université de Montréal a formulé un énoncé de principe sur la liberté d'expression où il est affirmé, je pense à bon droit, qu'aucun mot, aucun concept, aucune image, aucune œuvre ne saurait être exclue a priori du débat et de l'examen critique dans le cadre de l'enseignement. Et je pense que ce principe, cet énoncé, a toute sa pertinence dans le contexte actuel. Bon, alors, j'en viens à des conseils pratiques, en tout cas ceux que j'ai mis de l'avant au moment où j'étais toujours enseignant, qui sont pas très compliqués, c'est de mettre carte sur table et ça se décline en 4 points que je vais énumérer rapidement. Premier point, c'est une relation pédagogique sans distraction. Alors, dès le début du cours, surtout dans des cours en amphithéâtre, mais à la fin, ça valait aussi dans des séminaires qui réunissaient une quinzaine d'étudiants, ça a été de dire... J'ai beau être vieux professeur, je sais fort bien qu'aujourd'hui, tous les étudiants débarquent en amphi avec un portable. Et je sais fort bien aussi, bien que je sois vieux, que la tentation est forte que pendant le cours, on peut répondre à ces courriels, voire même aller voir des vidéos sur YouTube. Ma position, c'est la suivante, c'est de dire, écoutez, je comprends mal que les étudiants vont faire 1 heure de bus le matin, puisque j'enseignais à 8h30, pour venir en amphithéâtre regarder des vidéos sur YouTube. Dans ces conditions, il vaut mieux rester à la maison, puisque sachez que regarder des vidéos pendant le cours, ça peut être une source de distraction pour vos voisins et voisines. Et sachez aussi que c'est une source de distraction pour le prof, parce que le prof, quand il est devant vous, puis qu'il commence à penser que la majorité des étudiants regardent des vidéos, sa prestation pédagogique peut en souffrir. Deuxième point, ça a toujours été de concevoir la relation pédagogique comme une relation professeur-étudiant et non pas relation professeur-client. Là, je vois des vice-recteurs, je vais être prudent dans ce que je vais dire parce que ce mot, je l'ai entendu de certains membres de la direction de l'institution. Dans mon esprit, j'ai jamais considéré les étudiants comme des clients, puisque si on considère la relation professeur-étudiant comme professeur-client, on se croit obligé de répondre à des demandes des clients, et selon l'adage, les clients ont toujours raison. Et moi, je leur disais toujours, écoutez, j'ai 50 ans de sociologie dans le corps, il se peut fort bien que ce que je vais enseigner déborde largement ce que vous demandez, et que ce que je vais vous dire en supplément, ça a quand même sa pertinence et son intérêt. Troisième point, c'est la suspension momentanée de l'individualisation, puisque comme sociologue et sociologue de la jeunesse, je sais fort bien que les étudiants d'aujourd'hui en veulent se concevoir par eux-mêmes et agir de leur propre chef. Mais quatrièmement, c'est de dire, écoutez, dans le cadre de l'enseignement à l'université, sachez, il faut reconnaître explicitement les contraintes sous-jacentes à la relation pédagogique. C'est-à-dire que je veux bien que dans la société, on doit obéir ou se voir imposer cette tendance à vouloir agir de son propre chef, mais à l'université, en amphithéâtre, il y a des contraintes qui s'appliquent puisque le professeur est en avant, puis c'est le professeur qui a le petit microphone, c'est lui qui parle fort, puis c'est lui qu'on doit écouter. Que dans ces conditions, bien évidemment, il faut accepter, il faut faire ce compromis. Alors, j'en viens à des conseils pratiques qui sont peut-être surtout destinés aux professeurs. C'est de dire que à l'ère de la génération homo-numérique, il est opportun, à mon sens, et j'en étais fort conscient et j'ai accepté la situation, il est
si je me fie aux travaux, par exemple, de Sophie Barlouet, il est tout à fait vain d'imposer la lecture d'un ouvrage comme celui de mon collègue et ami Philippe Descola, qui s'intitule « Par-delà nature, culture ». Et si tant est qu'aujourd'hui, on veuille faire connaître son livre, hein, il faut, face à cette génération homo numérique, exploiter des plateformes électroniques comme Studium. Et moi, j'avais pris l'habitude, pour faire connaître, par exemple, un auteur comme cet anthropologue, de verser sur Studium un court texte issu du livre, pas plus que 10 pages, et là, bingo, quand c'est 5 pages, c'est encore mieux, hein? Et parallèlement à ça, insérer sur Studium une conférence publique d'Escola qui résume en 30 minutes les principaux thèmes qui sont développés dans son ouvrage, voire même des entrevues que cet auteur a données dans les médias pour résumer en quelque sorte les thèses qui sont les siennes. Et sachez qu'à la fin de la séance consacrée à ce livre, il y a plein d'étudiants qui vont venir vous voir pour vous dire que dans le bus en venant à l'université, ils n'ont pas lu le texte, y compris le court texte issu du livre, mais qu'en revanche, ils ont vu Descola, sa conférence publique ou ses prestations dans les médias. Ils ont trouvé ça bien le fun, ils l'ont trouvé bien correct et ils vont vous promettre qu'un jour, ils vont lire le livre de cet auteur. Alors, je conclus mon exposé par l'éléphant dans la pièce, qui est en fait le problème auquel on associe les étudiants et les étudiantes d'aujourd'hui, c'est celui qui touche leur état, l'état de leur santé mentale, puisqu'à lire tout ce qui s'écrit sur les étudiants, on a l'impression qu'ils sont tous en proie à des problèmes comme celui de l'anxiété. Et donc, comme je ne suis pas psychologue, mais sociologue, je risque simplement cette hypothèse qui est de dire que à l'ère de l'individualisation ou de la singularisation, vouloir à tout prix se distinguer par soi-même et par ses propres moyens, donc agir de son propre chef, cette tendance sociale qui marque les étudiants d'aujourd'hui se heurte immanquablement aux contraintes sous-jacentes, par exemple, à la relation pédagogique et plus largement aux contraintes imposées par l'institution et que ces tensions entre cette tendance sociale et les contraintes est sans doute génératrice d'anxiété et une anxiété qui est doublée par le fait qu'aujourd'hui, les étudiants et les étudiantes sont les enfants de la génération Y, elle-même issue de la génération X. Et rappelez-vous le célèbre ouvrage de Douglas Coupland, l'auteur canadien-anglais, qui a donné son nom à cette génération, Generation X, hein, qui, dans son livre, avançait que la génération X était promise au no future, mais il en ajoutait une couche en disant que les générations suivantes allaient connaître le même sort et que dans ces conditions, il n'y a rien d'étonnant à voir que les étudiants, les étudiantes d'aujourd'hui peuvent être sujets à l'anxiété. Mais comme je ne suis pas psychologue, je préfère m'arrêter ici et je vous remercie pour votre écoute. Bravo, merci. Très intéressant. Et nous aurons une psychologue cet après-midi, justement une professeure en psychopédagogie qui va venir vous entretenir de tout ça. Donc, on aura 10 minutes de pause. Avant, je veux simplement vous dire que la journée, elle est enregistrée, donc vous pourrez voir éventuellement sur le web, sur notre chaîne YouTube, les conférences. Et vous aurez aussi, on va vous envoyer les diaporamas, les conférenciers, conférencières nous ont donc donné l'autorisation. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Oui, bonjour, merci pour la présentation. Mon nom est Karine, je suis conseillère d'orientation. Vous dites que, j'aimerais ça vous entendre plus sur c'est quoi les événements, quand on parle de singularisation, individualisation, vous dites que les gens d'une même génération, c'est qui ont vécu les mêmes événements, bon, qui les amènent à agir d'une certaine façon. Comment on explique la singularisation, l'individualisation de cette génération-là? C'est quoi les événements? Je suis comme curieuse de vous entendre là-dessus. Ici, j'englobais les événements et les changements. Et le principal changement, c'est celui de l'arrivée des médias et des réseaux sociaux. Puis comme on a baigné toute sa vie là-dedans, c'est-à-dire on a des moyens qui nous permettent de nous concevoir individuellement
contrairement peut-être aux générations passées. Et c'est peut-être ce changement qui a fait, parce que quand on parle ici d'événements, c'est pas nécessairement des événements particuliers, c'est un ensemble d'événements qui se sont sédimentés et qui contribuent, par exemple, à la formation de la personnalité de ces étudiants. Mais la plupart des auteurs, j'ai mentionné par exemple Claudie, Nadia Stonfu et Martine Ségalen, disent, bon, faut quand même constater que la principale chose qui a changé, c'est l'avènement de ces médias et de ces réseaux sociaux. C'est le propre de cette génération et on ne pourra pas reculer, on ne pourra pas revenir à, par exemple, l'ancienne figure étudiante à laquelle on était habitué. Et pour les profs, ça a impliqué quand même d'accepter la situation. C'est-à-dire, moi, je connais des collègues, je ne sais pas s'ils sont encore en poste, mais qui disaient, on refuse, par exemple, la présence de portables dans les amphithéâtres pour prendre des notes. Même, il y en avait un qui indiquait dans son plan de cours, si vous n'êtes pas capable de vous séparer de votre portable, choisissez un autre cours que le mien. À mon avis, on ne peut plus aller dans ce sens puisque c'est là, il faut composer avec ce changement. Et le téléphone. Et le téléphone, oui, parce que ça aussi, évidemment. En fait, je me demandais s'il y avait peut-être aussi quelque chose qui faisait qu'ils ont envie de se rebeller puis de sortir un peu de l'establishment, là, si on veut, tu sais, de faire un peu chacun pour soi à sa façon. C'est aussi une façon de renier l'autorité ou Mais dans les événements, il y a ce que je dis à la fin, là, Douglas Coupland, quand il disait la génération X, c'est-à-dire l'événement, c'était l'incapacité, par exemple, à s'intégrer dans le marché du travail et plus largement dans la société. Merci. Oui, une autre question ici. Bonjour, donc Mohamed Ali Ben Ali, directeur du... Parlez plus fort, je vous... Oui, Mohamed Ali Ben Ali, directeur du Centre de pédagogie. Je vous remercie pour votre conférence et puis ça fait popper des questions. Ça fait des liens aussi avec la conférence d'avant. Elle parlait beaucoup, la conférencière parlait des contre-vérités, des fake news. Puis là, ce que vous avez mentionné, c'est le choc entre le safe space et puis la bienveillance de ces nouveaux étudiants et puis la nécessité dans une institution académique d'avoir des débats, de tenir des débats. On a vu Alors, comment dans tout ça faire en sorte pour que, puis vous avez énuméré vos 4 principes que je trouve très intéressants. Comment dans tout ça faire en sorte que les étudiants se sentent moins anxieux, mais l'anxiété, ça fait partie de la vie aussi. Comment faire en sorte que nos sociétés ne dérivent pas, parce que moi je vois un danger réel, et puis ça peut être fait de façon tout à fait bien intentionnée, de ne pas parler de tel sujet ou tel sujet. Comment en fait amalgamer tout ça et puis faire en sorte que l'institution continue à faire son rôle, c'est-à-dire former des étudiants qui seront des professionnels demain, mais aussi des citoyens? Ben moi, le seul moyen que j'avais trouvé, c'est celui que j'ai explicité, c'est-à-dire mettre carte sur table, c'est-à-dire que, par exemple, discuter de ça, c'est-à-dire, je suis tout à fait conscient qu'on est dans une société où on veut agir de son propre chef, mais sachez que quand on fréquente une institution sociale comme l'université, immanquablement, il y a des contraintes qui se manifestent et qu'il faut accepter et avec lesquelles on doit composer. Bon, je voudrais pas me mettre les pieds dans les plats en donnant un autre exemple plus percutant, mais j'ai une collègue qui en discute avec aplomb. Actuellement, on voit une tendance en disant, bon, on peut concevoir par soi-même son sexe, son genre. Bon, la collègue en question dit, ben oui, mais quand même, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a des contraintes, notamment biologiques, qui interviennent. On veut bien, mais il y a quand même ça. Donc, le reconnaître. Merci. De la même façon qu'à l'université, moi, je veux bien, par exemple, considérer, tantôt quand je disais les demandes des étudiants, mais sachez qu'à l'université, vous avez affaire à des profs qui, par exemple, en sociologie, en connaissent un petit peu plus que vous, surtout si vous êtes en première année de baccalauréat. Il faut nous faire confiance. Puis moi, je suis là pour vous transmettre les connaissances qui me semblent les plus pertinentes, les plus propices pour connaître la discipline
et pour éventuellement exercer le métier de sociologue. Parce que je veux bien, parce que j'ai eu affaire à ça là, dans les dernières années de service à l'université, des étudiants qui conçoivent la relation professeur-étudiant comme un rapport de pouvoir, de domination. Et je dis oui, je veux bien, mais pouvoir, là, faut savoir de quoi on parle là, exactement. Oui, j'ai le pouvoir d'enseigner, mais c'est pas un pouvoir au sens de soumission, au sens d'un rapport de force. Je suis là pour vous transmettre des connaissances qu'on peut discuter par ailleurs. Merci beaucoup. Merci pour la question et on va pouvoir continuer à réfléchir à tout ça cet après-midi. On va aborder des thèmes aussi qui sont intéressants en regard de tout ça. Julie Carrier. Bonjour, Julie Carrier, vice-rectrice adjointe aux études supérieures. Je me suis sentie quand même interpellée sur votre commentaire de la durée des études. Je le savais. Mais je voulais vous amener à voir que c'est pas juste une question de durée des études. Le plus gros défi qu'on a aux études supérieures, c'est l'incapacité à diplômer. Donc, c'est non seulement une durée des études, on peut comprendre, vous avez les deux discours, acceptation de la nouvelle génération qui vous fait dire qu'on ne pourra jamais diminuer la durée des études, soit on peut adapter ça. Mais ce qui est le plus inquiétant, je pense, c'est l'incapacité à pouvoir terminer les études au cycle supérieur. C'est que j'aimerais ça vous entendre sur ce point-là aussi. Donc, il y a l'acceptation des choses, il y a de s'adapter, mais il y a aussi un réel problème qui est le fait que cette nouvelle génération-là a aussi de la difficulté à s'engager sur une longue durée. Donc, je pense je vais vous inviter sur des comités éventuellement à réfléchir avec nous. Quand j'ai formulé ma remarque, ce n'était pas un blâme à l'endroit des vice-recteurs et des vice-doyens pour lequel j'ai un grand respect. C'était simplement de dire que quand j'assistais à ces réunions, moi, je veux bien, les délais impartis par les institutions sont ceux-là. Le problème, c'est que moi, dans la gestion quotidienne des études supérieures, ce délai était enfreint par la totalité des étudiants de mon département. Et je regrette aussi le fait que dans certains cas, ça conduise au fait que on n'obtiendra pas son diplôme. Et là, on essayait de concevoir, d'inventer toutes sortes de pirouettes administratives pour dire, bon, il t'en reste pour combien de chapitres là, pour terminer ta thèse? Est-ce que tu peux te désinscrire et te réinscrire plus tard? Bon, on faisait les aménagements requis, on s'adaptait. Le problème qui se pose, c'est que, à mon sens, quand j'entendais ce genre d'injonction où il faut déposer selon des délais très, très précis, je pense qu'il faudrait réfléchir sur ces délais et accepter le fait que peut-être ces délais sont devenus déraisonnables pour les étudiants d'aujourd'hui dans la conduite de leurs études. C'est-à-dire qu'ici, il faudrait, j'ai pas eu le temps de le faire, là, mais il faudrait faire un portrait. Il y a plein d'étudiants qui ne suivent pas 5 cours par trimestre. Il y a plein du fait qu'ils travaillent, du fait qu'ils sont parents. Et donc, ça implique des aménagements, des adaptations qu'on est prêt à faire, par exemple, d'un point de vue administratif. Oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça que je vais vous inviter éventuellement à mes comités. Mais je suis à la qu'il y a quand retraite, même un prix à payer, pour les études supérieures, il y a quand même un prix à payer sur la réussite étudiante. Parce que 50% de complétion d'un doctorat, c'est une chose auquel il faut s'attarder également. Mais je suis d'accord avec vous que la solution est certainement pas juste dans mettre des critères de durée. D'accord. Merci, Julie Carrier. On va prendre une dernière question en ligne. Alors, pour les autres personnes, on est désolé, on est pris un peu par le temps. Je vais poser la question à Jacques Hamel plus tard. Désolé. Oui, merci, Monsieur Hamel, de votre présentation. En fait, la question que je vais vous poser s'adressait initialement à Nelly Brière, mais vu qu'on a manqué de temps, la personne m'a relayé une deuxième fois l'intérêt de poser cette question-là. Donc, je vous l'adresse.
Il s'agit d'une personne doctorante en sciences sociales et sciences humaines qui réalise une recherche qualitative en utilisant la version payante de ChatGPT. Et là, on voudrait votre avis de professeur, autrement dit. Donc, la personne est en train d'analyser ses verbatim, mais elle a un souci éthique parce qu'elle souhaite être transparente dans son usage de l'IA. Et puis, c'est assez marquant dans son commentaire, là, donc elle souhaite vraiment être prise au sérieux quand même parce qu'il y a un souci d'attention aux détails et de rigueur quand même qui est mis derrière son travail de thèse. Donc, elle voulait avoir votre avis sur une possible atteinte à sa crédibilité ou à son intégrité. Et selon vous, de quelle façon elle pourrait être transparente sans nécessairement nuire à sa réputation ou à sa rédaction, c'est-à-dire sa réception scientifique de son travail? Bon, moi, je veux dire, j'ai un certain malaise à répondre à la question puisque j'ai quitté l'institution avant que ça apparaisse, hein, ChatGPT. Le problème qui se pose ici, puis c'est un problème qu'on observait aussi avant l'apparition de ce moyen, c'est de dire, par exemple, avec les logiciels d'analyse qualitative. Moi, j'ai toujours dit aux étudiants et aux étudiantes que je supervisais, par exemple, à la maîtrise ou au doctorat, la machine fera jamais le travail de l'analyse, en quelque sorte. Je veux bien reconnaître que c'est un moyen qui facilite la tâche, mais il en reste pas moins que l'analyse ne pourra pas être confiée strictement à la machine. Et j'imagine que ça vaut aussi pour l'utilisation de ChatGPT, mais je ne m'avancerai pas plus sur le sujet, puisque heureusement, je l'ai évité. Je l'ai évité. Oui, oui, vous en êtes sorti avant. Alors, écoutez, merci infiniment, professeur Hamel. Donc, on l'applaudit. Merci. OK. À table ronde.